Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec Michel Dubré, également Docteur Henri qui est un petit peu dans les coulisses ce soir, pour une fois. Donc ce soir, on va présenter de façon assez inédite les huiles essentielles, parce qu'après avoir rappelé ce qu'elles sont et quel est leur intérêt d'avoir posé ce cadre-là, eh bien, Michel va nous amener à les appréhender à travers quelque chose d'un petit peu particulier, c'est leur constituant dans les 5 éléments. Voilà, donc Michel, je vais vous laisser la parole, mais bien sûr, je vous rappelle que vous êtes tout à fait libre de nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit au cours de ce webinaire. N'hésitez pas à les taper de côté et je me chargerai de les transmettre. Merci beaucoup et je vous laisse la parole, Michel. Merci Aline. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver ce soir pour un webinaire un petit peu exceptionnel, même s'il est court puisque j'ai l'occasion de donner 150 heures de cours sur l'aromathérapie. Voilà, on va essayer d'être assez synthétique, d'être précis et de comprendre pourquoi il y a cet engouement à cette nouvelle médecine. On peut parler de nouvelle médecine dans la mesure où depuis quelques années, on s'évertue surtout à en étudier les molécules. On les étudie même d'un point de vue électronique maintenant, et essayer de comprendre un petit peu pourquoi cet engouement, quelle est la polarité très utile des huiles essentielles et comment on en est arrivé là. Moi, en tant qu'ethnobotaniste, c'est très intéressant le nez dans la nature. Ça fait partie des 5 sens. Donc, quand on fait des sorties, si vous voulez, le nez, on s'en sert. On s'en sert, ça nous aide parfois à bien sélectionner, à bien trouver la plante, nous éviter de commettre des erreurs. Dans la nature, l'histoire des odeurs, parce que aromathérapie, c'est se soigner littéralement par les arômes. On va voir quelques définitions tout à l'heure. Vous avez quelque chose de très intéressant qui est venu en parallèle, c'est que on ne se sert plus de son nez. On n'a plus besoin dans nos sociétés de se servir de son nez, à plusieurs titres d'ailleurs. Voilà, donc vous avez un animal qui s'appelle le nudibranche, peut-être que vous connaissez un peu, c'est un animal marin qui n'a pas d'yeux, il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'oreilles. Par contre, il a des antennes olfactives, ça s'appelle, hein. Il a des qui lui servent de déplacement. Rhino, ça veut dire nez, et cet animal ne fonctionne qu'à l'odeur. Donc il est au fond des mers, et l'odeur lui sert, son nez, enfin ses rhinos, lui servent à repérer les aliments par l'odeur. Ça lui permet aussi de fuir en cas d'odeur suspecte, c'est-à-dire en cas de danger, et puis d'aller vers une compagne s'il sent bien les odeurs d'une femelle, et aussi encore, ça lui permet de s'immobiliser en cas d'odeur inconnue. Donc même dans l'eau, les odeurs existent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des odeurs dans l'eau, et si bien qu'on a fait des expériences, hein, on a donné du fenouil. Vous savez que dans le sud-est, les mamans, les futures mamans prennent du fenouil pour son effet galactogène et pour pouvoir avoir du lait au moment de la naissance. Et donc, on a fait des expériences. Quand le nouveau-né est là, on a fait 2 expériences. On a mis du lait nature devant son nez et on lui a fait sentir du lait dans lequel on avait carrément ajouté 2-3 gouttes d'huile essentielle de fenouil. Et à 100% des cas, le bébé préfère le lait qui a l'odeur de fenouil. Ce qui tenterait à dire que déjà dans le ventre de la maman, le phénomène des odeurs existe, et à tel point que les industriels se sont fort penchés là-dessus et ont commencé à aromatiser les biberons, à vouloir aromatiser le lait des biberons, en tout cas le début de nourriture des enfants. Et ça, c'est une loi, c'est absolument interdit. C'est interdit parce que en créant des odeurs, en habituant l'organisme tout jeune comme ça à avoir des odeurs, il va être guidé tout le long de sa vie par ces odeurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le conditionner, on va pouvoir lui faire avaler des choses. Et ça, au niveau de la loi, il est interdit de mettre des odeurs dans les laits de substitution, dans les premières nourritures du bébé. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même intéressant. Donc en fait, les odeurs, ça nous guide. Le pouvoir olfactif est 1000 fois supérieur à l'ouïe et au goût.
et arrive directement au cerveau limbique. Je fais court, c'est pour vous expliquer l'impact immédiat de l'odeur. Alors, il y a un consensus général, il y a des odeurs parce qu'il y a des gens qui aiment la lavande, d'autres qui n'aiment pas. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un consensus général pour dire qu'il y a des mauvaises odeurs et il y a des bonnes odeurs. Hein, le chien qui se roule dans une charogne, en général, nous les humains, on n'apprécie pas tellement. Et par contre, le chien, lui, il le fait pour plusieurs raisons. Déjà, ça lui permet de cacher sa propre odeur et ensuite de pouvoir avancer sur terrain conquis et par rapport à une meute notamment. Voilà, donc je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait, on est dans une société où on n'utilise plus notre nez, parce que qui est-ce qui surveille encore et qui va sentir la nourriture qu'on lui prépare dans un restaurant, si ce n'est que ça a intérêt plutôt à sentir bon. On n'utilise plus notre nez à tous les niveaux, donc il en est resté beaucoup de choses dans notre culture, dans notre façon de vivre. Hein. C'est du style sentir l'autre, se sentir bien, sentir l'autre, ne pas sentir quelqu'un, avoir dans le nez quelqu'un. Voilà, toute cette typologie est très intéressante parce qu'elle nous ramène à quelque chose où le nez est quand même un gardien, nous prévient d'un danger, nous prévient de quelque chose. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc d'un côté, on ne se sert plus du nez, à tel point que, si vous voulez, on vit en même temps dans une société aseptisée, c'est-à-dire que on vit dans des pièces fermées, on fait des jeux virtuels, on travaille sur ordinateur, et donc on n'a plus besoin de notre nez pour être dans ces activités-là. Et du coup, on a des nez, nous on le voit bien quand on fait des sorties, il faut un peu rééduquer notre nez quand on est dans la nature. Donc ça, c'est quand même, ça va avoir un impact énorme. Parce qu'en fait, l'odeur, quand j'en discute avec des spécialistes, l'odeur, ça fait partie de notre identité. C'est l'odeur qui nous permet de nous reconnaître en tant qu'identité et de nous faire représenter. Donc, c'est pour cela que dans nos sociétés, plus on va se laver et plus on va empêcher l'organisme d'avoir sa propre odeur. Alors, ce que je vous dis là, ça paraît un petit peu incongru, mais dans les phénomènes d'anosmie, c'est toujours suivi d'un état de dépression qui va venir avec. Les Parkinsoniens, par exemple, on s'est rendu compte qu'au moins une dizaine d'années avant, allait avoir une perte de repère des émotions et surtout du sens olfactif. Et d'ailleurs, on est en train de créer des tests sur la maladie d'Alzheimer pour ce problème d'identité, des tests qu'on est en train de faire parce qu'on s'est rendu compte que les odeurs pouvaient raviver une mémoire, pouvaient raviver des souvenirs, pouvaient ramener à des réalités. Et l'odeur va toujours nous faire penser, comme ce bébé qui a goûté aux fenouil dans le biberon, va nous ramener à des souvenirs, à des choses, vous voyez. Ça, c'est quand même très important et on a trop laissé de côté cet aspect où l'odeur est une empreinte odoriférante, c'est comme l'empreinte digitale. On a tous une odeur particulière qu'on a un petit peu trop aseptisée, trop uniformisée. Et du coup, on est en recherche, c'est pour ça que sont arrivés les parfums, on est en recherche de se démarquer, de montrer sa personnalité à travers une odeur. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Donc c'est quoi avoir des odeurs ? L'odeur, c'est un signe de survie pour l'individu. Hein. Ça lui permet de trier ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ça lui permet aussi de ne pas se faire manger, c'est-à-dire dans le règne animal, ça permet de se planquer, de voir arriver le danger par l'odeur. Et puis ça lui permet aussi de se reproduire. Hein. C'est tous les phénomènes phéromones. Et puis en même temps, ça l'oblige à être prudent. Voilà. Donc c'est rester dans l'inconscient collectif avec ces expressions du style je peux pas le verrer, ou je peux pas le sentir, ou je l'ai dans le nez, etc., etc. Et je trouve ça assez significatif. Alors vous allez me dire le lien avec l'aromathérapie. Alors là, on est tombé de l'autre côté. C'est-à-dire que l'aromathérapie, c'est soigner par les odeurs. D'ailleurs, il y a un soin très particulier à l'intérieur de l'aromathérapie qu'on appelle l'olfactothérapie. L'olfactothérapie, c'est littéralement soigner par les odeurs, par le nez. Donc, si on devait s'interroger ou parler de l'aromathérapie,
il faut avoir ça en vue. Et quand on est dans le règne des plantes, dans le monde des plantes, on a, vous connaissez peut-être un petit peu, on a un règne qui est fabuleux au niveau des arômes, c'est les aromatiques évidemment, c'est ce qu'on appelle les aromatiques vulgairement, et nous qu'on appelle les labiés, les lamiacées. Pourquoi une plante va-t-elle faire des odeurs? Va-t-elle sécréter une odeur? C'est un moyen d'identité, c'est un moyen de dire, oula, faites attention, je suis là. Le thym, si vous allez vous promener dans la garrigue, vous verrez, il y a pas mal d'odeurs qui sont libérées. Et en fait, c'est une extériorisation de la plante. La plante prévient à l'avance. Alors souvent, elle prévient pour dire, faites attention, ne me touchez pas forcément, ou faites attention, je peux vous intoxiquer, ou je peux être très désagréable à manger ou à toucher. Voilà, donc quand vous avez une plante, en général les feuilles qui vont vraiment produire des sacs d'huile essentielle, ces feuilles-là vont avoir une activité de défense. C'est par exemple l'eucalyptus. En général, ce sont des odeurs qui, nous, pour les humains, n'est pas forcément agréable. Et ces odeurs de défense, et puis pour les prédateurs aussi, bien sûr, et ces odeurs de défense, on va le voir, ça a un impact énorme pour nos défenses à nous, évidemment, de santé. Par contre, il y a des odeurs qui attirent. Les odeurs qui attirent, c'est en général les fleurs. Le jasmin, la rose, ylang-ylang, le chèvrefeuille. Et ces odeurs-là attirent parce que là, ça attire une sexualité. C'est ce qu'on appelle des huiles qui vont être très, très, très sensuelles. Vous voyez ? Alors, j'ai appelé l'aromathérapie une médecine de roi. Alors, c'est un petit jeu de mots de ma part parce que c'est une médecine de riche. Que n'en déplaise, ça devient un problème écologique énorme, l'aromathérapie. On va peut-être en parler un tout petit peu. Mais c'est une médecine de roi dans le sens où elle est hyper efficace aussi. Et c'est une médecine qu'il faut ranger dans une médecine allopathique, c'est une médecine puissante. Donc ça, c'est l'aromathérapie actuelle. Donc il y a 4 étapes dans l'histoire de l'aromathérapie. Il y a une première étape où on se rend compte que les arômes, déjà c'est agréable, ça donne de l'appétit, et puis ça conserve les aliments, on peut les utiliser en infusion, on peut les utiliser en macération. Donc voilà, au début, on ne sait pas trop extraire, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la plante, mais toujours est-il que ça sent bon. Et on se rend compte que ça aide même à conserver des aliments. Donc, il y a cette première étape, si vous voulez, qui est assez ancienne. On parle des aromates depuis l'ère égyptienne pratiquement, même avant. La seconde, les plantes sont mises à brûler. On les met à brûler, on se rend compte que ou à infuser, et là on commence à faire, on comprend qu'on peut les faire macérer. On peut capter ces odeurs en les macérant dans de l'huile. Alors les macérations, c'est pas du tout ce qu'on croit aujourd'hui. Ces macérations pouvaient durer des mois, on mettait ça dans de l'huile. Et ça, ça va être les premiers parfums égyptiens d'ailleurs. On va faire macérer pendant des mois des substances dans l'huile et on va bloquer ce parfum. Alors c'est très subtil d'ailleurs, c'est très intéressant, avec des résines, avec de l'oliban, avec de l'encens, etc. Et ça va servir comment on appelle ça, de cicateur. Ça va servir de bloqueur d'arôme, parce que quand vous prenez une huile essentielle, vous avez déjà remarqué que l'huile essentielle, on en diffuse un peu, puis c'est très volatile. Les huiles sont très très volatiles, même quand on fait une tisane ou une infusion, ça sent très bon sur le coup, puis après ça s'en va, parce que c'est hyper volatile. Et donc les hommes vont essayer de trouver un moyen de conserver l'arôme beaucoup plus longtemps. Et donc, il y a, dans cette seconde façon d'utiliser les plantes, c'est une deuxième étape, et c'est là où on va avoir tous ces problèmes, où, notamment dans même déjà les premiers siècles avant Jésus-Christ, là où il y aura toujours une peste, des pestes, du choléra, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va diriger les hommes à essayer d'enrayer ces phénomènes et ces problèmes? C'est les odeurs. Déjà de se protéger des miasmes. Donc les miasmes, ça veut dire qu'il y avait donc surtout dans les théories, on a appelé ça la théorie des miasmes, surtout au XIVe, XVe siècle, il y a eu des pestes énormes dans les années 1650, et donc on n'avait pas d'autres moyens, on savait pas l'origine, on connaissait pas l'origine microbienne et bactériologique dont on connaît maintenant, mais on s'était rendu compte que quand ça sentait pas bon, c'était pas bon signe.
Et donc, les médecins de l'époque, si c'était des médecins, ils n'avaient pas 36 solutions, ils se mettaient un masque, ils sentaient qu'il fallait contrecarrer que cette puanteur, que ces odeurs pouvaient leur amener des miasmes, pouvaient les contaminer en quelque sorte. Et donc là, je vous ai montré une petite photo sympa, donc qui existe dans certains musées. D'ailleurs, ça existe toujours ces masques, hein. Donc le masque consistait à mettre en général une éponge, alors avec beaucoup de vinaigre. On mettait du vinaigre, parce qu'il y a ce côté acide du vinaigre, mais souvent on mettait une éponge trempée dans une macération de plantes. Alors il y avait une dizaine de plantes. Il y avait une dizaine de plantes que vous connaissez peut-être, hein. Il y avait de l'absinthe, il y avait du romarin, il y avait de la sauge, il y avait de la menthe poivrée, il y avait de la lavande, il y avait de la cannelle, il y avait du girofle et il y avait de l'ail et du camphre. Et effectivement, on sait très bien maintenant que toutes les plantes que je viens de vous citer sont hyper antiseptiques. Ce sont des puissantes antiseptiques. Mais à l'époque, on ne sait pas. À l'époque, on lutte les odeurs contre les odeurs. C'est-à-dire, on va se mettre des bonnes odeurs pour éviter d'avoir des mauvaises odeurs. C'était pas plus compliqué que ça, en fait. Et en fait, on se protégeait. Donc, il y a la fameuse histoire du vinaigre des 4 voleurs, que vous connaissez sûrement. Donc, c'est des petits malins à la peste de 1650 à Toulouse qui allaient détrousser les gens où ils étaient sur leur lit de mort. Alors, ils mettaient ce genre de masque. Et puis, alors, ils étaient quand même très, très malins. Ils avaient vraiment pas envie que les gens survivent et les voient piller leur demeure ou leurs affaires, et donc ils les étranglaient, et puis ils s'en allaient, et donc ça avait intrigué beaucoup de monde, parce qu'ils n'avaient vraiment pas peur, ils n'avaient pas peur de passer parmi les gens qui avaient la peste. Et évidemment, ils se sont fait un petit peu prendre sur le fait, ils étaient 4, c'était des pharmaciens, et ils ont quand même été condamnés pendus, parce qu'ils ont quand même commis des exactions assez graves, mais on leur a évité la torture, parce qu'ils avaient donné la formule. Et donc, et cette formule-là a été utilisée en 1996 dans les Andes au cours d'une épidémie. Alors, je ne sais plus si c'est du choléra, donc en 1996. Hein, et donc, on a frotté les bras, les membres, le cou des gens, et on est arrivé à enrayer une épidémie. Alors, je vous dis choléra, je ne sais plus, c'est une espèce de peste. Et donc, vous voyez, la formule a même passé les frontières. Les médecins aux pieds nus s'en servent beaucoup sur les continents et a fait ses preuves puisque ça a enrayé l'épidémie. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. Et je trouve que là, c'est très puissant et que ça demande effectivement une étude. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Et puis même du temps d'Hippocrate, on faisait des foyers, on enfumait les premières fumigations en fait. C'est la première façon d'utiliser les essences et les odeurs. Donc, on s'est rendu compte que quand on faisait brûler de l'eucalyptus, des plantes aromatiques, de la sarriette notamment, eh ben, ça quand même, ça cassait de nouveau les miasmes et puis ça purifiait. Alors, ça purifiait les chambres, ça purifiait les rues, ça purifiait les endroits qui étaient contaminés. Donc, voilà. Donc, les mauvaises odeurs égale maladie, bonnes odeurs égale bonne santé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut quand même y revenir. Et je vais vous expliquer comment la plante, elle fait pour produire ses propres odeurs. Et il y a une troisième époque où là, effectivement, à partir du XIIIe, naît un petit peu l'alambic et naît l'alchimie en même temps. C'est l'époque de Paracelse. Et là, on s'intéresse beaucoup plus fortement aux arômes. Alors, par un biais tout simple, alchimique, c'est-à-dire qu'on pense que toute chose, tout médicament, que ce soit animal, végétal ou pierre, a une part, on va dire, propre, pure, a une âme, et puis un côté impur qu'il faut éliminer. Donc c'est la naissance de l'alchimie. Et là va naître d'énormes textes qui vont indiquer comment préparer, comment soutirer des essences, notamment de plantes, mais aussi de certains animaux. Donc là, c'est l'époque où on va faire des traitements un peu plus pointus, un peu plus précis, et va naître la cornue. Enfin, c'est pas que vont naître, mais vont être réhabilités l'alambic, tel qu'on le connaît un petit peu maintenant, qui était connu des Arabes depuis très longtemps, mais il y a une période très obscurantiste, 10e, 11e siècle, avec le Moyen-Âge, où on a interdit beaucoup de choses qui venaient d'Orient et d'Arabie. Voilà, et donc à partir de là, à partir du XIIIe, un peu à l'époque de Paracelse, hein, ben là vont vraiment naître l'époque des parfums. Voilà, donc vous connaissez certainement certains épisodes fameux avec les épisodes des parfums dans les cours, hein, ou avec les Borgias, etc. Parce que autant on savait faire les parfums, autant on savait faire des poisons.
Voilà. Et donc, la quatrième époque, ben, c'est celle de maintenant où là, on a poussé très loin l'étude et l'analyse, qui est beaucoup plus scientifique, où on va rechercher, on va approfondir les activités physiques, chimiques, biochimiques et même électroniques des huiles essentielles, de manière à pouvoir les appliquer très, très, très ciblées, d'une manière très ciblée, sur des pathologies ou sur des symptômes très précis. Et là, je vais vous montrer un petit peu, on en a déduit avec cette nouvelle aromathérapie qui est née un petit peu avec Gad Fossé, hein, et il n'y a pas très longtemps, hein, il y a une cinquantaine d'années. Hein. Et là, on est à une ère, et d'où cette intervention ce soir, c'est que là, on est en train de passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a vulgarisé l'aromathérapie telle qu'on la connaît maintenant, même si on a toujours utilisé les odeurs, entre parenthèses, pour se soigner ou pour s'affirmer. Autant maintenant, si vous voulez, on a un gros problème de forme de mondialisation, on va vers des problèmes de rupture de stock, on va vers des problèmes de rareté, de raréfaction, même des plantes. Hein. Donc tous les ans, à la même époque, il n'y a plus d'hélicryse. Tous les ans, à la même époque, il y a eu pendant 4-5 ans, on n'a plus trouvé de bois de haut. Donc, si vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler, hein, mais il faut quand même 500 kilos de plantes en moyenne. Alors, surtout pour les fleurs, pour en obtenir parfois 8 à 10 grammes. C'est vraiment énorme, hein, c'est un gaspillage énorme du point de vue de la flore. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va soutirer des principes actifs d'une plante qui, par ailleurs, souvent, en parallèle, on va pouvoir plutôt la donner, et on va le voir sous forme de teinture, ou sous forme d'élixir ou sous forme d'infusion, qui aura des résultats aussi, mais peut-être un peu moins rapides. Et donc, cette façon d'avoir vulgarisé l'aromathérapie pose des problèmes, comme beaucoup de choses qu'on veut trop populariser, qui sont en fait des médecines très pointues et très sérieuses. Alors, une chose qui est très simple, hein, l'aromathérapie, c'est avant tout, et je vais vous le montrer un petit peu, on va tout de suite aller voir ce tableau que j'ai tiré quand même de l'aromathérapie exactement. Alors, il existe à peu près 82-83 huiles essentielles sur le marché. Pour l'instant, dans la plupart des pays, c'est en vente libre, mais c'est en train d'être très serré du point de vue pharmacologique. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à 95% d'utilisation des huiles essentielles, c'est pour des pathologies infectieuses. Et effectivement, les résultats sont là. Moi-même, j'utilise parfois les huiles essentielles sur quelque chose qui est revenu, qui est récurrent et qu'on voit, je ne dis pas tous les jours, mais pratiquement, c'est le staphylocoque doré. Donc, sur un staphylocoque doré, une huile essentielle est 1000 fois plus rapide qu'un antibiotique. Je dis bien 1000 fois plus rapide. Même en cutané, hein. Donc, vous voyez la puissance hein, de l'huile essentielle. Donc là, à 95% des huiles essentielles qu'on soutire, qu'on arrive à produire à partir des plantes, vont surtout traiter des pathologies infectieuses. Ensuite, à 70% des troubles neuro-endocriniens, c'est là où rentre toute la thérapie subtile, psycho-émotionnelle notamment, des huiles essentielles, hein, qui vont être utilisées par nombre de thérapeutes hein, dans leur cabinet. Les réflexologues, les kinésiologues, etc. Et puis, vous avez à 50% des huiles essentielles sont utiles pour les pathologies inflammatoires, allergiques et voire auto-immunes. Et puis, à 25%, donc un quart des huiles essentielles vont servir aux pathologies métaboliques et dégénératives. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas du tout pour cet aspect-là, pour cette sphère, parce que, je peux le dire maintenant, les huiles essentielles, c'est tellement concentré, tellement puissant, ça sature les émonctoires. Ça sature les émonctoires, et si j'avais quelque chose à dire sur les huiles essentielles dans la durée, on ne fait pas de prévention avec les huiles essentielles, sauf de se prémunir contre des miasmes, alors notamment hospitaliers, hein, c'est-à-dire que là, on peut effectivement se prémunir, mais on se prémunit le jour même et l'heure même. On ne fait pas une prévention 15 jours avant. Et puis, 2, c'est une concentration telle, je l'ai déjà dit, hein, c'est 50 tasses de thé, d'autres disent même 75 tasses de thé en équivalent, une goutte d'huile essentielle. Et donc, c'est très, très, très puissant. Et les 3/4 du temps, on va le voir dans un tableau que j'ai fait, il faut absolument les diluer. Hein, c'est très important, ça. Donc, ça sature immédiatement les émonctoires. Et comme l'antibiothérapie, vous savez, vous allez prendre des antibiotiques,
n'y a pas besoin d'être médecin pour ça. Souvent, on va avoir une suspicion, on va se dire, c'est quand même pas une nourriture, l'antibiothérapie. Hein. On prend ça 10 jours. Au départ, c'est 10 jours, l'antibiothérapie. Maintenant, il y a des pathologies, on fait prendre ça pendant 1 mois, voire 2 mois. Et cette antibiothérapie, il lui faut 10 jours pour être à 100% efficace sur les bactéries ou les microbes qu'il faut anéantir. L'aromathérapie, c'est un peu la même chose. Or, l'aromathérapie, des gens s'en servent tous les jours. Et au bout de 6 jours, il y a certaines huiles essentielles, vous saturez déjà l'élimination, vous saturez les reins. Donc, s'il y avait quelque chose à dire sur les huiles essentielles telles qu'on les vend maintenant, on est bien d'accord, hein, pures, très bien faites, très concentrées, on dirait qu'il faut faire attention. Moi, je dis toujours, ne convient pas aux insuffisants rénaux ni hépatiques. Surtout en voie interne. Surtout en voie interne. Et on va voir que ces fameux mélanges-là, c'est pas toujours une bonne idée. Voilà. Après, vous m'arrêtez si je vais trop vite, si c'est un peu incompréhensible, des domaines que j'ai un peu passé vite, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc là, on rentre dans le vif un peu du sujet, mais je vais déjà vous donner quelques définitions. Alors évidemment, l'huile essentielle, c'est une essence volatile hein, qui est extraite d'une plante aromatique au moyen de la distillation. Alors, j'aime bien la vision qu'avait Dioscoride dans son temps. Donc, hein, il est né entre 20 et 40 après Jésus-Christ. Il disait, distiller, c'est imiter le soleil qui évapore les eaux de la terre et les y renvoie en pluie, les y renvoie sous forme effectivement d'essence pure. Alors, vous voyez, déjà au 1er siècle après Jésus-Christ. Et en fait, pourquoi je vous ai mis ça? Parce qu'en fait, c'est toute la distillation, ça. La distillation va vraiment être une concentration de principes actifs très particuliers, mais surtout en évaporant. Hein, en évaporant, en enlevant l'eau. Et d'ailleurs, on va le voir, l'aromathérapie, les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Donc vous avez l'aromathérapie en elle-même, c'est un mot très nouveau, il est de 1928, hein, c'est Monsieur Gattefossé qui l'a créé carrément, littéralement c'est soigné par les odeurs. Et donc là, c'est une aromathérapie, l'utilisation des huiles, des odeurs à des fins thérapeutiques. Hein, c'est pas des fins sensuelles ou autres. L'aromatologie, c'est la connaissance qualitative et quantitative, ainsi que l'étude de l'activité des molécules hein, qui composent les huiles essentielles, par ses côtés biochimiques, pharmacologiques et surtout aussi toxicologiques. Ça s'appelle l'aromatologie. Voilà. Donc, l'huile essentielle en parallèle de ses composants a une activité énergétique certaine, qui est reconnue maintenant, hein, vibratoire aussi. On fait beaucoup d'études sur les vibrations des odeurs, qui est utilisée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par les masseurs, les acupuncteurs, les kinésithérapeutes, les réflexologues et surtout les thérapeutes ayurvédiques. L'olfactothérapie, là, on agit comme un neurotransmetteur hein, qui, par les fosses nasales, envoie des messages très subtils sur le subconscient. Et je dis très subtil parce qu'effectivement, je vous parlais tout à l'heure des odeurs qu'on a à la naissance, qui vont nous poursuivre toute la vie. Hein, voilà. C'est ainsi qu'on peut expliquer pourquoi des gens aiment tel ou tel parfum. Moi, souvent, je disais à mon ami Gérard Dussert, moi, la violette, je trouve qu'elles ne sentent plus les violettes, mais il me dit non, c'est dans ta tête, c'est quand tu étais jeune, parce que tu as été cueillir des violettes. Effectivement, moi, j'ai connu les violettes odorantes dans ma région, on avait des violettes odorantes, et la violette arrête d'être odorante dès qu'elle a été fertilisée. C'est-à-dire que dès que les odeurs, les phéromones ont agi, que les insectes sont venus polliniser la plante, elle n'a plus à produire d'odeur. Et donc, effectivement, mais je garde ce souvenir d'enfance de la violette. Et vous en avez tous comme ça. Vous savez, c'est le garçon qui doit quitter sa famille. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps d'un producteur de films. Et il doit se séparer de sa maman, de son papa. Il est séparé, il est mis en internat, je sais pas quoi. Et un petit peu pour un petit peu faire mieux passer la pilule, et il lui offre des chewing-gums au citron. Et donc, les chewing-gums, alors 40 ans après, quand il mange un chewing-gum au citron, c'est cette image-là qui revient, c'est la séparation avec sa mère. Et son père qui revient, qu'on le veuille ou non, vous voyez. Donc, c'est toujours lié à des événements psycho-émotionnels qui peuvent parfois être très forts. Et c'est pour ça qu'il y a des odeurs qui peuvent nous rappeler des mauvais souvenirs aussi. Entre parenthèses, les dépressifs, les grands dépressifs, hein, ne vont pas aimer les odeurs qu'en général on aime.
Donc les odeurs de vanille, des odeurs très simples comme ça, on s'est rendu compte qu'en fait les fortes dépressions fonctionnent un peu à l'envers, vont pas du tout aimer les odeurs qui d'habitude plaisent. Alors c'est intéressant, on a fait des tests donc sur les malades d'Alzheimer et parkinsoniens, et donc les gens qui sont à moitié, pas tout à fait complètement dans le coma, on interroge les familles, on dit voilà, suite à un gros traumatisme crânien, après un accident, mais est-ce qu'il n'a pas une odeur qu'il aimait, voilà, du style, il travaillait en menuiserie, il adorait sentir des cires. Donc on ramène ce qui pourrait rappeler l'odeur au patient, et en général, on va se rendre compte que ça va l'aider à se réveiller. Ça va l'aider à se réveiller, ça va lui rappeler plein de choses, et il y a une mémoire qui va revenir. Vous voyez, enfin, je reviens là-dessus, mais c'était très intéressant. Donc l'aromathérapie telle qu'elle est vécue maintenant, elle est très efficace, elle est très puissante, on en maîtrise énormément de choses, et on va voir que, évidemment, il y a une façon de l'utiliser, et donc on va un petit peu voir ce qu'il faut faire et ne pas faire, et un peu recadrer ça. Donc quand je vous dis, ça, on devrait indiquer que ça ne convient pas aux insuffisants rénaux et hépatiques, tout simplement parce que ça sature ces émonctoires-là. Et ça les sature très rapidement, hein. Une prise au bout de 6 jours, vous pouvez avoir vraiment commencé à avoir des problèmes d'élimination, hein. Il y a des problèmes hépatiques, hein. Donc même s'il y a des plantes, le lédum ou le romarin, qui sont censés régénérer la fonction hépatique et la cellule hépatique. De toute façon, c'est pas à prendre très longtemps, hein. Donc c'est ce que je vous disais, on ne fait pas de prévention avec les huiles essentielles. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, les feuilles vont plutôt sécréter des essences pour se défendre, les fleurs pour attirer. Et il y a quelque chose qui est intéressant quand on va se balader dans la nature, et vous l'avez tous fait, par exemple, c'est de froisser une feuille de mélisse, par exemple, hein, ou une feuille même de menthe, hein. Souvent, le fait de froisser va dégager l'odeur. Vous voyez, l'odeur, il faut s'approcher, il faut prendre la plante, il faut la toucher, et là, il y a une émission d'odeur. En général, ça va être des plantes qui vont être bonnes à manger, ça. Ça va être des plantes qui vont être très agréables. Par contre, elles font ça, elles vont ressortir leurs arômes, leurs molécules aromatiques qu'en cas d'agression, parce que toucher la plante, c'est une forme d'agression pour elles. Et donc, nous, ce qui va nous sembler très intéressant, la menthe, la mélisse, j'en passe, hein, et des meilleures, toutes les aromatiques, bien sûr. Un animal, par contre, il va pas trop aimer, parce que lui, là, en général, les animaux, bon, je pense notamment aux canins, ils ont les odorats beaucoup plus développés, et souvent, eux, ça va être l'inverse, ça va être un repoussoir pour eux, ça veut dire ne me touche pas, quoi. Voilà, donc quand vous avez... Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, vous avez dans le règne animal, surtout chez les insectes, hein, vous avez chez les fourmis, par exemple, si vous avez un intrus qui rentre dans la fourmilière qui n'a pas l'odeur, il se fait tuer. Il se fait tuer non pas qu'elle le reconnaisse visuellement, mais à l'odeur. Si elle n'a pas l'odeur, ça veut dire qu'il y a un corps étranger qui est en train de s'immiscer dans la fourmilière, et il va être tué à mort. Et c'est pareil dans la ruche, hein. La ruche, une souris qui rentre dans la ruche, c'est l'odeur qui va guider les abeilles, et les abeilles vont piquer à mort la souris et l'envelopper ensuite de propolis pour qu'elle évite de se décomposer et d'infecter la ruche. Par contre, vous avez un insecte, un papillon de nuit qui s'appelle le paon, qui lui, très malin, c'est un très malin, il y a des malins dans la nature quand même, hein. Et donc ce papillon, il a la capacité de prendre l'odeur, de traduire l'odeur des abeilles. Ce qui fait qu'il rentre dans il est beaucoup plus gros, donc lui il casse tout, hein, il rentre par où il peut, il casse tout, il va se servir, et sans être inquiété le moins du monde par toutes les abeilles qui sont autour de lui, parce qu'en fait, à l'odeur, elles ne voient pas qu'il y a un ennemi dans la ruche. Vous voyez, donc le monde des odeurs, c'est quand même intéressant. Et quand vous vous faites piquer par une abeille, il reste le dard dans la peau, hein. Les guêpes, c'est pas pareil. Et ce dard, au bout du dard, il y a une petite sacule, toute petite sacule. Donc quand on retire le dard de la peau, il faut faire très attention à ce que cette sacule qui contient le venin ne se perce pas, ne se casse pas. Parce qu'en fait, ce venin a une odeur de citron. Et cette odeur des citrons, si jamais ça se met à se répandre, ça va attirer les abeilles et vous allez être piqué encore plus, et ça va être vraiment les abeilles vont être très agressives. Donc vous voyez, cette odeur de citron,
qu'on va retrouver dans les plantes à miel, les plantes à miel, c'est-à-dire la mélisse, le mélilo, la mélite, toutes ces plantes qui ont pour racine d'ailleurs abeille, hein, la mélisse ça veut dire abeille en grec. Et donc c'est intéressant de voir qu'elles sont attirées par cette odeur pareil, citronale en fait, hein, tout ce qui est citral. Et chez nous, ben, le citron va avoir une action aussi sur nous. Et donc c'est intéressant de voir le rapport qu'il y a du point de vue sociologique entre l'insecte, l'odeur et nous, ce que ça fait sur nous aussi, vous voyez. Hier, on disait avec les élèves, vous pouvez mettre de l'huile de fléton sur le corps, très sympa, ça lutte contre la photosensibilisation solaire. Donc vous badigeonnez d'huile de fléton, bon. Par contre, au niveau odeur, je suis pas sûr que ce soit terrible. Et en plus, si vous voulez, l'huile de fléton, de par ses teneurs en vitamine A, en vitamine D, alors déjà est un peu hypoglycémiant, on voit un terme, mais en plus va vous protéger contre les coups de soleil et va en plus favoriser la cicatrisation osseuse. Alors ça, je trouvais ça intéressant parce que dans la nature, on a la même chose. Et en plus, qu'à la même odeur, c'est la consoude. La consoude, si vous coupez plusieurs feuilles de consoude, vous verrez, ça sent, j'allais dire ça pue, ça sent la sole, ça sent le poisson. Vous voyez, deux odeurs et deux activités identiques en fait, hein, une du règne animal et l'autre du règne végétal. Donc ça, je trouve ça assez pertinent et intéressant. Donc les hommes se sont beaucoup guidés avec le nez, hein, et quand on fait des sorties botaniques, c'est très important. Donc voilà, donc il y a plein de tests qui sont faits actuellement, notamment quand il y a des traumatismes crâniens. Le fait d'être anosmique, hein, anosmique, on a perdu ses odeurs, ben, il y a une perte d'identité et surtout il y a une perte du goût. Et en vieillissant, à partir de 50 ans, si vous voulez, on estime que cette perte du goût, cette perte de l'odeur, de l'odorat, on la perd à 25% à peu près, on va la perdre. Et c'est pour ça que les personnes âgées se dénutrient parce qu'elles n'ont plus de goût, en fait parce qu'elles n'ont plus les odeurs pour manger. Donc voilà, ça c'est intéressant, on essaie de travailler là-dessus. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions pour l'instant, ça va. Donc la plante… Non, oui, il y a une petite question, Michel. Oui. Oui, on nous demande si on peut apporter des précisions sur la pénétration de l'huile essentielle par voie cutanée et son arrivée donc dans le torrent sanguin. Et est-ce que c'est plus efficace ou moins risqué peut-être que par voie digestive? Alors là, il y a une synergie, il y a une affinité avec la peau. On va voir la polarité de l'aromathérapie. C'est notre acupuncture à nous, comme on disait avec Jean-Yves. C'est-à-dire qu'elle est en hyperosmose avec le tissu cutané. Alors et puis avec le nez. Donc c'est vraiment polarité métal, c'est le poumon, gros intestin et la peau, les huiles essentielles. Hein. On soigne beaucoup de choses avec les huiles essentielles au niveau de la peau. On fait pénétrer des essences par la peau, sachant que le buvard cutané est déjà un rempart, c'est-à-dire c'est déjà un filtre. Effectivement, vous mettez une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus, tout le monde l'a déjà fait, sous la plante des pieds, mais 10 secondes après, vous exhalez de l'eucalyptus. Tellement c'est rapide de pénétration dans le sang. Donc en voie interne, c'est autre chose. On verra, ça c'est comme les plantes. Les plantes qui sont bonnes en voie externe, l'arnica, le souci, elles sont dangereuses en voie interne. L'huile essentielle de cannelle en externe, ça brûle. L'huile essentielle de cannelle en interne ne va pas brûler. Donc vous voyez, il y a toujours cette polarité, ce fameux yin-yang. C'est pour ça que c'est très intéressant cette démarche. C'est un peu dommage que les polarités ne sont plus étudiées maintenant. Donc, quand quelque chose est bon en externe, attention en voie interne et inversement. Donc, parce que je vous dis ça, parce qu'on trouve sur le marché des recettes d'eau de toilette dans lesquelles on met de la cannelle. Mais selon la sensibilité des uns et des autres, ça peut littéralement vous brûler. D'ailleurs, je crois qu'il y a des expériences qui ont été vécues chez des dentistes, enfin, si mes souvenirs sont bons. Et donc, quand je vois ça dans une… Alors, on va me dire, effectivement, de toute façon, d'instinct, on va quand même diluer. Hein. Donc, moi, la voie interne, c'est niet, sauf dans un seul cas. C'est quand il y a un staphylocoque doré qui est en train vraiment qui est très bien installé, implanté suite à une opération. Là, ça peut m'arriver d'en donner. Alors, vous avez deux huiles essentielles majeures qui vont vraiment être très efficaces sur le staphylocoque doré. C'est Satureia montana, la sarriette. Hein. Et alors, si on peut pas l'avaler, tellement c'est horrible à boire. Hein. Déjà, c'est horrible à boire. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Et puis, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à en mettre sur la peau, plutôt aux endroits où on fait les furoncles.
enfin autour, et là, ça va quand même fonctionner. Hein, ça va très... Moi, j'ai quelqu'un qui a un staphylocoque sur l'aorte suite à une opération. Donc, d'ailleurs, il parlait de l'opérer. Hein. Donc, on a agi avec les huiles essentielles avec énormément de résultats. Même la VS est bien tombée. Franchement, on a de très bons résultats. Et ça n'empêche pas l'antibiothérapie en parallèle. Hein. Mais voilà, on est bien arrivé. Mais par contre, sur un laps de temps très court, tellement c'est acidifiant, tellement c'est agressif une huile essentielle. Donc, envoi interne, je vais revenir dessus. Moi, personnellement, j'évite. Hein. Personnellement, j'évite de donner envoi interne. À la rigueur, parce que c'est très connu, hein, vous avez tous connu le menthol, les bonbons mentholés, etc. Le menthol, une goutte d'huile essentielle de menthe sur un sucre, bon ben voilà, ça fait digérer. Ça, c'est sympa. Voilà, ça existe depuis très longtemps. Mais avant de... Alors, c'est une question intéressante parce que je voudrais vous montrer, je le montre toujours à mes élèves. C'est... ah ben tiens, il y a une image qui a disparu. Voilà. Petit homme, prend garde aux huiles essentielles. C'est un article quand même de News Santé de 2007. Alors, c'est quoi? C'est en Amérique. Donc, l'histoire est racontée dans le New England Journal of Medicine, hein, aux États-Unis. C'est 3 jeunes garçons qui se sont soudainement vus pousser des seins. Alors, je sais que ça va intéresser beaucoup de gens, mais quand même. Avant même leur puberté. Donc, alors, c'est des enfants qui avaient quand même 9-10 ans. Et puis, l'enquête a conduit les auteurs à mettre en cause les huiles essentielles. Parce que c'était des enfants, on s'est demandé ce qui se passait. Une gynécomastie comme ça, énorme, avant même la puberté. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est des enfants qui mangeaient des bonbons, notamment à la menthe, à la lavande, au titri, à longueur de journée. En fait, ils avaient un apport hormonal énorme déjà, par rapport à leur gabarit, à leur taille et à leur âge. Et donc, ils se sont vus pousser des seins. Donc, on a fait des recherches de dosage et ils avaient déjà trop d'hormones œstrogéniques, œstrogènes-like dans le sang. Et ça, c'est un rapport qui a été communiqué donc dans ce journal en 2007. Et en plus, on pense, si vous voulez, de mettre des huiles essentielles dans les shampoings, dans les dentifrices, dans les lotions, dans les parfums, dans les savons, ça peut permettre une cumulation d'hormones. Il ne faut pas oublier que les hormones, les odeurs, c'est toujours des hormones. Hein. Et donc, ça peut avoir un inconvénient quand même. Hein. Donc, faut faire attention. Donc, ça date de 2007, vous voyez. Donc, en voie interne, pour revenir à la voie interne, alors que là, c'est dilué, hein, c'est dans des bonbons. Eh ben, c'est quand même puissant. Hein. Et là, ce qui va faire le danger, c'est la chronicité. Si vous mangez un bonbon à la menthe, il n'y a pas de problème. Et la chronicité. Donc, deuxième chose, quand vous mettez sur la peau, ça fait partie des règles d'or qu'on va voir ensemble, c'est qu'il faut toujours, un maximum, même si on n'est pas allergique, c'est quand même préférable de la diluer. Parce que quand vous mettez une goutte d'huile essentielle pure sur la peau, il y a un traumatisme de la peau. C'est-à-dire que la peau va se défendre, va rétracter les pores, et va essayer, dans la mesure du possible, d'empêcher la pénétration trop forte de la molécule. Le fait de mettre de l'huile, qui est un très bon support, hein, on va le voir après dans les 5 éléments, ça va atténuer, ça va diluer la puissance, la concentration des molécules, et ça va même aider à pénétrer plus profondément dans les tissus épidermiques et même jusque parfois dans les muscles et les os de l'huile essentielle. Donc on a beaucoup plus de résultats à faire une pommade ou à prendre un support, un véhicule qui est l'huile, plutôt que de la mettre pure. Maintenant, il y a des huiles essentielles, si vous n'êtes pas sensible. Il y a 2 huiles essentielles qui sont notamment réputées pas très allergisantes ou photosensibilisantes. C'est la lavande et le titri. C'est vrai qu'elles, on peut éventuellement les mettre pures, mais dans le principe, on doit toujours tester les huiles essentielles. Hein, quand je dis tester, vous savez ce que c'est? Alors, c'est la première règle, ça. Après, voilà. Bon, après, je vais revenir sur le... Voilà. En premier lieu, tester l'huile essentielle. Alors, normalement, tester une huile essentielle, c'est comme chez le coiffeur. Vous allez chez le coiffeur, vous dites, moi, voilà, je veux pas votre produit chimique. Moi, je veux que vous fassiez une mise en pli et puis que vous rajoutiez des huiles essentielles. Et donc, très intéressant parce que vous dites, mais alors, le coiffeur vous dit, ben oui, d'accord, mais il faut tester. Donc, on teste dans le creux du bras. Ce qu'on oublie de dire, c'est que normalement, réglementairement, si je puis dire, il faut attendre 24 heures.
Donc, si vous êtes c'est pour ça que ça s'appelle peut-être un salon, hein, le salon de coiffure, parce que du coup, on peut vous offrir un café, vous pouvez attendre le lendemain pour voir si vous avez réagi. Dans l'ensemble, je plaisante évidemment, dans l'ensemble, c'est 24 heures, donc ça veut dire qu'on peut avoir des effets retard de l'huile essentielle. Normalement, il faut attendre 20 minutes, 20-25 minutes, et si vous êtes habitué à prendre telle et telle huile essentielle, normalement, on doit toutes les tester. C'est-à-dire à partir du moment où vous utilisez une huile essentielle, en principe, c'est la première règle, ça, hein, c'est de la tester. D'accord ? Deuxième règle, il faut toujours les diluer. Donc, ça rejoint la question de la personne. Pourquoi ? Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort, si vous voulez. Alors, surtout pour les gens qui s'amusent, qui les prennent en voie interne, hein, c'est pas anodin. D'ailleurs, il va falloir vraiment les diluer de toute façon. Hein. C'est quand même très agréable. J'ai quand même connu des médecins qu'on prescrivait par 20 gouttes quand même en voie interne. Hein. Voilà, sachez quand même que ça irrite, ça décape les intestins, hein, d'une manière chronique et assez rapidement, hein, au bout de 3 semaines, 1 mois. Hein. Parce que ça décape dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ça vous détruit carrément toute la flore microbienne, bactériologique de l'intestin. Hein. Et je vous parle pas de l'estomac. Hein. Donc, deuxième règle, toujours diluer vos huiles essentielles. Alors, il y a des laboratoires qui l'ont bien compris, qui vous proposent ce qu'on appelle des médicaments prédosés, c'est-à-dire standardisés, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas à vous casser la tête. Le prédosage est fait dans les capsules. Alors souvent, on a peur hein, quand je dis prenez 3 capsules d'huile d'origan, mais en fait, il y a 1 goutte dans la capsule. Hein. Faut pas... 1 goutte d'huile essentielle pèse entre 32 et 38 mg. Donc, ça va très vite. Hein. 2 gouttes, ben, ça fait le double. Donc, en général, ça permet d'avoir une dilution. Le laboratoire s'en est occupé, donc on peut prendre comme ça. Et l'huile va vraiment atténuer l'effet agressif, irritant et acidifiant de l'huile essentielle. Troisièmement, évidemment, il faut respecter la dose. Et ça, là, je trouve que là, on joue aux apprentis sorciers. J'ai quand même, et on va le voir, c'est surtout avec les enfants hein, que ça pose problème. 1 goutte d'huile essentielle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même 50 tasses de tisane. Donc attention, hein, il y a quand même forte concentration de certaines molécules. La règle numéro 4, c'est on n'utilise pas d'huile essentielle en voie interne. Si on souffre d'inflammation de l'estomac et des intestins, c'est ce que je viens de confirmer. Et si on peut éviter de les prendre en voie interne, ben c'est encore mieux. Là, je vous donne mon point de vue. Hein. Après, chacun est libre de me donner son avis ou de me donner ses expériences. Règle numéro 5, il faut toujours se référer au nom latin, parce que là, là aussi, alors ça, évidemment, là, c'est un peu la déformation du botaniste que je suis. C'est-à-dire que on est allé très loin. Je vous ai dit qu'il y a eu 4 étapes dans l'histoire de l'aromathérapie. Dans cette 4e étape, on va tellement loin dans la description, dans les principes actifs, dans la recherche des molécules, qu'on en est arrivé à tirer ce qu'on appelle les schémotypes. Alors les schémotypes, c'est pas compliqué. On fait l'analyse spectrographique d'une huile essentielle et on va rechercher les 10-15 molécules les plus importantes qu'il y a dans cette huile-là. Et on va mettre des priorités. On va dire, il y a 99% de méthylsalicylate dans le Golteri, par exemple. Donc après, c'est en dessous du 1% le reste. Mais en général, une huile essentielle va quand même peut contenir jusqu'à, en tout cas, pas loin de 200 molécules différentes. Parfois même, on est arrivé jusqu'à des 400 molécules. Donc on a essayé un petit peu de faire une sélection dans tout ça et de voir les molécules principales qui vont agir. C'est ce qu'on va voir après dans ce webinaire, si vous voulez bien. Et donc, toujours se référer au nom latin, parce que si vous donnez de l'hysope montana, enfin une hysope officinale, si c'est pas de l'hysope couché, il y en a une qui est carrément neurotoxique et hyper dangereuse, et il y en a une qui soigne et qui n'y est pas du tout. Donc, et pourtant, c'est de l'hysope tous les deux. Et donc, on est arrivé à des choses tellement pointues que là, on a absolument besoin du nom latin. Hein, ça, c'est absolument, ça paraît bête, mais c'est absolument indispensable. Hein. Voilà, donc ça, c'est une règle numéro 5, mais elle est très importante. Règle numéro 6, il faut toujours prendre les huiles essentielles, pour ceux qui les prennent en voie interne surtout, toujours plutôt avant les repas, parce qu'il y a cet aspect évidemment agressif, ça va quand même atténuer le fait de prendre avant. Et puis, règle numéro 7, il n'y a pas d'huile essentielle en voie interne pour les enfants.
en tout cas en dessous de 30 mois, voire 6 ans, j'ai mis 6 ans, et il y a même des huiles essentielles qu'on ne va pas donner avant 10 ans. Alors, je ne vous ai pas fait un tableau, on peut faire une liste qui est assez exhaustive d'ailleurs, hein, de ces huiles essentielles à donner ou pas, parce que souvent on a la question, est-ce que je peux mettre une huile essentielle sur mon bébé? C'est non. C'est non, c'est beaucoup trop violent. Les huiles essentielles sont beaucoup trop puissantes pour eux. Et puis surtout, on a autre chose, on a les hydrolats. Les hydrolats qui ont les mêmes propriétés, pas du tout les inconvénients. Donc pourquoi se gêner, pourquoi se plaindre? Surtout maintenant, hein, on arrive à avoir pratiquement tous les hydrolats de toutes les distillations qu'on peut tirer des plantes. Et alors, donc je trouve ça intéressant. Oui. Les hydrolats, vous les recommandez pour les enfants, mais est-ce que ça peut aussi être une alternative pour les adultes qui ne prennent pas d'huile essentielle en interne? De toute façon, pour moi, l'hydrolat, c'est une tisane qu'on a stérilisée. C'est-à-dire que l'hydrolat, il n'y a aucun danger. On est dans la tisane presque. Hein. On est, voilà, les principes actifs, la concentration des huiles essentielles n'y est pas. Il y a des traces d'huile essentielle dans l'hydrolat, ce qui fait que c'est pour cette raison que l'hydrolat va se conserver chez les gens qui font bien leur travail plus de 2 ans. Hein. Si vous faites une tisane, 24 heures après, elle commence déjà à croupir. Hein. Que là, l'hydrolat va se conserver naturellement. Alors les hydrolats des laboratoires industriels, non, ils mettent des conservateurs. Mais je vois, les hydrolats sont précieux, c'est surtout sur les muqueuses. Par exemple, les conjonctivites, les orgelets, tout ce qui est inflammatoire de l'œil, les hydrolats, vous pouvez mettre sur l'œil. Alors, les huiles essentielles, je ne vous conseille pas du tout, du tout, du tout. C'est sûr. C'est clair, hein, parce que ça brûle énormément. Donc là, les hydrolats, par contre, ça a évolué aussi avec l'arrivée de cet usage de l'aromathérapie. Alors moi, je suis dans un pays où toutes les plantes libérées, et 420 plantes qui sont libérées, c'est-à-dire que j'ai droit, entre parenthèses, de conseiller, de vendre, on a leur équivalent en huile essentielle. Je pense qu'on est le seul pays européen à avoir ce droit. Mais ceci dit, on va vers une réglementation. Alors maintenant, on commence à interdire le thuya, la sauge, bon, tout ce qui est à thuyone. On va voir un peu les molécules après, c'est les dangereuses et les moins dangereuses, évidemment. Voilà, ça, je ne sais pas si j'ai répondu, mais il y a d'autres choses à faire avant de donner des huiles essentielles à un enfant. D'accord. L'huile essentielle, c'est une médecine de l'urgence. C'est une médecine allopathique. Alors justement, comme vous parlez de la médecine de l'urgence, une question nous est arrivée entre-temps. Dans un produit qui est prédosé, est-ce que l'utilisation peut durer jusqu'à 40 jours sans trop saturer les émonctoires? Là, il s'agit du protocole Salvia pour les dysbioses. Non, mais c'est Oh. pour moi, non, mais vous n'allez pas être bien. Vous n'allez pas être bien. Alors, je sais, je connais un peu la démarche un peu naturo, c'est de dire, c'est normal, vous éliminez. Donc, on a exactement le même problème avec les protocoles d'élimination des métaux au niveau de dentisterie. C'est-à-dire, on vous fait prendre de la chlorella, de l'ail des ours et de la coriandre. Souvent même, alors là, moi, souvent les gens en teinture, mais il y en a même qui prennent en huile essentielle. Et puis, au bout de 3-4 jours, vous avez les ganglions complètement enflés. Vous avez plein de symptômes ce que moi j'appelle l'empoisonnement, mais le thérapeute dit non, c'est normal, vous êtes en train d'éliminer les métaux. Donc c'est en train de passer dans la lymphe, dans le sang. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et c'est très dangereux. Et au bout des 40 jours, les gens qui ont fait ça, je peux vous dire qu'ils mettent des mois et des mois à régénérer leur flore. Hein. D'accord. Donc même doser à minima, c'est jamais plus doser à minima. Alors si vous voulez, c'est intéressant la question parce que il y a au niveau des dilutions, il y a 3 manières. Il y a 3 types d'activités des huiles essentielles. Vous avez ce qu'on appelle la vocation, ce que moi j'appelle la vocation cosmétique. Hein. Les huiles essentielles ont pris un essor parce que ça a permis de substituer des molécules puissamment chimiques délétères qu'on appelle les conservateurs. Vous voyez ? Donc, en général, en cosmétique, la dilution, elle est de 1 à 2% du produit cosmétique. Donc là, si vous voulez, on est, j'allais dire, ça fait du 2CH, quoi. Je veux dire, il y a vraiment pas de danger. On a l'arôme, on a une petite diffusion, on a une odeur. Il n'y a pas vraiment un gros impact. C'est pour ça qu'on peut utiliser des crèmes de jour, des crèmes de nuit régulièrement, parce qu'en fait, la dilution, elle est énorme de l'huile essentielle qu'on a mis dans la crème. Hein, on en met 1 à 2%, pour des raisons économiques aussi, hein, parce que les huiles essentielles,
Certaines huiles essentielles ne sont pas données. Hein. Et puis, vous avez la vocation musculaire, c'est-à-dire les huiles essentielles sont très connues, tout ce qui est lumbago, tendinite, épicondylite, etc. J'en passe, tout ce qui est douleur musculaire. Donc, c'est très connu, la Gualtérie, hein, c'est l'odeur particulière des vestiaires des footballeurs, tout le monde connaît, ça échauffe les muscles, etc. Donc là, la dilution, elle est de 5 à 10%. C'est-à-dire, on est dans du 1/10 déjà. Oui, on met ça dans une huile, c'est-à-dire qu'on met 10% de molécules aromatiques dans une huile et puis on va masser avec. Et on a de toute façon la dilution jusqu'à 10%, vous avez un effet thérapeutique. Et puis vous avez donc la vocation puissamment antiseptique, voire antifongique, où là on dilue à 50, jusqu'à 50% l'huile essentielle dans la préparation. Quand je dis préparation, ça va surtout être un baume, une huile, ou voire même dans de l'alcool. On va voir un petit peu comment on peut les prendre, ces huiles-là. Donc, au départ, si vous voulez, même d'instinct, on va diluer. Je ne sais pas si je me fais comprendre, là. Ça va ? très bien, c'est parfait. Hein, voilà, c'est important parce que donc là, parce qu'on peut me rétorquer, mais oui, mais moi je me mets un produit de beauté depuis 30 ans, c'est de la rose ou c'est de la lavande, j'ai pas de, ben non, c'est dilué à 1%, 1-2%. Donc là, on est à l'aise. Il y a même, on peut penser même qu'il y a une immunisation contre l'effet de l'huile essentielle dans ce cas-là, quoi. Voilà, la vocation antiseptique, elle est un peu plus cabreuse puisqu'il faut agir vite. Hein, staphylo, on va pas dire bah non, bah on va peut-être attendre 3 mois que ça se passe. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, j'ai pas peur d'utiliser le terme, on est dans de l'allopathie. On est dans une antibiothérapie beaucoup plus violente que l'antibiothérapie même. Hein. Donc l'antibiothérapie, qu'est-ce qu'elle fait à part vous dégrader qu'est-ce qui se passe? Antibio, hein, Donc au niveau de qu'est-ce qu'on faisait il y a encore 10 ans? On disait mangez des yaourts après l'antibiothérapie. Hein, mangez des yaourts entiers, bulgares, s'il vous plaît, pour refaire votre flore. Maintenant, on n'en trouve plus des yaourts bulgares avec les ferments qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne des prébios et des probiotiques. C'est exactement la même chose, vous voyez. Donc les huiles essentielles, vous allez avoir le même problème. Hein. Donc les antifongiques pris en voie interne d'huile essentielle, vous décapez vos intestins. Ça, c'est clair. Alors maintenant, vous faites ça une journée, c'est pas très grave. Mais il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, traditionnellement, même les générations d'avant nous n'utilisaient jamais les huiles essentielles. Il y en avait déjà, hein. Il y avait le menthol, la Gualtérie, le clou de girofle. C'était toujours en local, c'était toujours d'une manière cutanée ou spécifique en topique. Donc ça, je trouve ça intéressant. Sachez, retenez ça, c'est que les dosages pile poil inférieurs à 10%, ça marche, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne, il ne faut pas se casser la tête. Hein. Ça marche très bien. Voilà, donc vous voyez les règles, ces règles-là, moi, ça me semble... Alors vous allez me dire c'est basique, c'est évident. Après mon discours, vous allez dire bah oui, c'est évident. Pas pour tout le monde, parce que je pourrais rajouter une règle, c'est qu'on ne mélange pas les huiles essentielles. Alors évidemment, moi j'ai des témoignages de gens de cicatrisation, si vous voulez, après des chimios, des brûlures, où on a 2 hôpitaux, nous en Belgique, qui utilisent les huiles essentielles. On a de plus en plus ces huiles essentielles sont introduites dans les milieux hospitaliers. Hein. Et donc, on a l'hôpital de Luxembourg notamment, puis on en a un en Belgique, où après le cancer du sein, sur la cicatrisation, on fait un mélange d'huile essentielle et qu'on donne à la personne qui se l'applique, donc avec des résultats. Bon, les 2 formules, je les ai ici, parce que j'ai eu des témoignages. Et donc, effectivement, il y a une formule qui m'a intrigué, parce que dedans, il y a 6-7 huiles essentielles, vous voyez. Par contre, la patiente m'a dit, c'est magique, quoi. On m'a dit c'est magique, voilà. Donc à partir du moment que c'est magique, que ça a super bien cicatrisé, que tout s'est bien refait, voilà, je suis pas non plus. Mais on est bien d'accord, c'est en externe. Hein, voilà. Donc ça, je trouve ça très important je le répéterai encore très souvent, puisqu'on oublie surtout l'huile essentielle. C'est que ça agit à 3 niveaux. Une huile essentielle agit sur le plan physique. Comme là, par exemple, je vous ai cité sur une tendinite de la Gualtérie. Elle agit sur le plan énergétique, et c'est là, j'ai pas pris le temps de vous l'expliquer, mais la plante, comment se fait-il qu'elle arrive à produire des odeurs? Comment fait-elle pour emmagasiner
cette chaleur et cette lumière, parce que c'est ça l'huile essentielle. C'est la capacité que la plante est là de saturer, de capter, de capturer, de faire comme des batteries, si vous voulez, d'aller engranger dans des batteries de la lumière et de la chaleur. Donc plus il va y avoir de la lumière et de la chaleur, donc on a l'exemple type quand même du pourtour méditerranéen, quand vous descendez, vous dites waouh, qu'est-ce que le ciel est lumineux, hein. Parce qu'il y a beaucoup de lumière, la lumière pénètre beaucoup plus à ces endroits-là, et puis la plante va capter énormément de chaleur. Chaleur plus lumière égale huile essentielle. Huile essentielle, odeur, par rapport à se défendre contre quelque chose, parce que dans le principe, l'odeur, on n'en a pas besoin, puisqu'elle a cumulé de la lumière et de la chaleur. Plus vous allez remonter vers en altitude, moins on aura d'essence dans les plantes. Nous, ici, si vous voulez, dans les pays de l'Est, on a quand même pas mal de froid. On va dire nos premières huiles essentielles et conservées, c'est plutôt les résines, c'est les sapins, les résineux, qui sont très résistants au froid, parce qu'ils gardent leurs aiguilles pendant l'hiver, parce qu'ils ont cette capacité d'engranger, de cumuler cette chaleur et cette lumière, et qui va leur servir à tenir pendant l'hiver contre les froids. Parce que le moindre lumière, la moindre chaleur qu'il y a dans la journée, quelle que soit la saison, il cumule cette lumière, c'est le principe de la batterie, hein, ça cumule l'énergie, et donc ça devient de l'énergie. Les huiles essentielles, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie pure. Et donc c'est pour ça que c'est tonique. Alors même si c'est une énergie relaxante, hein, si c'est négativant, s'il y a des molécules négativantes, ça reste de l'énergie. Et donc la plante, chez nous, moins il y aura de soleil, moins de chaleur, va quand même essayer de cumuler cette lumière et cette chaleur. Et chez nous, on va plutôt retrouver dans la concentration sous forme de graisse, de corps gras, c'est les noisettes, les noix, le tournesol, c'est les graines oléagineuses qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas assez de lumière, qui n'ont pas assez de soleil pour produire des huiles essentielles, pour être odorants, si vous voulez. Donc, nos huiles essentielles à nous, c'est les corps gras. C'est les noisettes, les noix, les amandes, et d'ailleurs on connaît toutes les propriétés maintenant de tout ça, et à noter que les corps gras sont des grands supports des huiles essentielles. Alors les huiles essentielles ne sont pas grasses, hein, entre parenthèses, on les appelle comme ça, mais elles ne sont pas grasses du tout. Et puis vous avez une activité physique, une activité énergétique, et puis vous avez une activité informative. Les parfums, les odeurs, ça rentre dans des processus psycho-émotionnels qui parfois peuvent être très profonds, très forts, vous voyez. Hein, on va retrouver, ça va lever certains boucliers, ça va aider des gens comme ça peut rappeler des mauvaises choses. Donc ça agit sur 3 niveaux. Donc je trouve qu'avec des enfants, il faut quand même être un peu prudent. Vous voyez, donc on a fait sentir, vous savez, une époque comment on appelle ça, il y avait les pères blancs et puis de l'évangélisation. Donc chez les Esquimaux, les prêtres, même que ce soit belges, français, etc., voulaient pour apporter la bonne nouvelle. Souvent aux enfants, vous savez ce qu'ils apportaient? Ils apportaient des bonbons à la fraise. Ils apportaient des bonbons à la fraise, qui ont un nom d'ailleurs que je ne me souviens jamais. Donc en fait, le parfum de la fraise, des bonbons qu'ils amenaient, lui était artificiel. D'ailleurs, on a fait des tests. Parfois, les enfants préfèrent l'arôme artificiel à l'arôme naturel. Et puis, du coup, 30-40 ans après, des expéditions, des gens ont ramené, il y a eu des tests de fait, et on présente donc aux adultes, on leur présente des bonbons à la fraise, et ils disent « Ah, mais c'était le curé, machin, ça me rappelle le curé, machin. » Ou le curé un tel, vous voyez. Ça rappelle une situation, ça rappelle quelqu'un, ça rappelle quelque chose. Donc, et là-bas, au pôle Nord, au niveau des odeurs, c'est pas terrible. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de plantes aromatiques là-bas. Donc ça, si vous avez compris ça, donc très puissant, c'est des énergies très puissantes. D'ailleurs, moi, je commence à faire très attention quand je mets l'huile essentielle de genévrier on met l'huile essentielle de genévrier. Parfois, ça sort dans les BNS, le genévrier, une grande plante des reins. Je crois que je ne serai pas contredit par notre maître Jean-Yves. Et on peut le mettre en externe sur le creux des reins. Comme ça, on met 2 gouttes d'huile essentielle et ça va rebooster, ça va vraiment stimuler les surrénales. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose, il ne faut pas faire ça des jours et des jours. Hein. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Hein. Moi, je prescris en gémeaux. Hein. On a de la gémeaux maintenant, on a de la teinture. En tisane, c'est quand même pas toujours extraordinaire.
Mais voilà, le genévrier, en plus, contient du sucre, 30% de sucre, donc on pourrait même en manger. Voilà. Ceci dit, l'huile essentielle est devenue une panacée. Et ça devient c'est comme en médecine, si vous voulez, hein, tout de suite, on a mal à la tête, on prend une aspirine, quoi. C'est-à-dire qu'on prend tout de suite les gros moyens. Parce qu'ils sont là, ils sont à disposition, on les prend. Le problème, il est de deux ordres. Il est dans les concentrations, il est dans la vulgarisation, c'est-à-dire que autant les antibiotiques, vous allez faire attention, pas mettre ça quand même à la portée des enfants, vous allez laisser ça tranquille dans la pharmacie, autant les huiles essentielles, tous les ans il y a des accidents, ne serait-ce que l'olfactif, hein, on fait traîner des diffusions d'arômes, alors pas très malin la menthe, hein, entre parenthèses, parce que ça peut provoquer un spasme laryngé, rien que la diffusion. Hein. Donc tous les ans il y a des accidents avec ça. Et puis là il y a un témoignage que j'ai eu avec à travers le magasin, c'est quelqu'un qui vient avec des problèmes de peau, mais alors problèmes de peau brûlés. Hein. Donc les mains, le visage brûlé et les avant-bras brûlés. Enfin, brûlé quand je dis vraiment on dirait un eczéma vraiment comment on appelle ça déjà c'est un nom, enfin bref. Et donc la personne vraiment rouge, vif et tout, on cherche un petit peu ce qui se passe, que ça peut être une allergie à un vêtement, une allergie à un produit, un shampoing, un machin. Bon. Voilà, c'est tout. À part mettre un peu. Alors évidemment, quand vous allez voir le dermato, c'est très sympa le dermato, oui, c'est corticoïde. Évidemment, ça se passe un peu. Et puis c'est revenu, ça revenait quoi. Et puis un jour, ma collègue, elle est c'est une amie, je sais pas, une relation, et puis elle est amenée à aller chez eux. Et donc elle arrive chez eux, porter quelque chose, je sais plus quoi, elle rentre, et qu'est-ce qui frappe au nez de ma collègue, c'est qu'elle vient de dire, c'est que ça sent la cannelle. Et en fait, ces gens-là diffusaient de la cannelle. Donc ils diffusaient de la cannelle, et en plus régulièrement. Donc il y a peut-être un dans le lot qui avait pas trop de problème, mais il y avait là, la personne était brûlée, hein, carrément. Donc, vous voyez, c'était ça. Et si elle va pas ça, ben, avant de se rendre compte, parce que diffuser avec cannelle, si vous voulez, nous, enfin, moi, ici, je l'interdis, enfin, je l'interdis pas, chacun fait ce qu'il veut, mais je conseille pas du tout, vous voyez. Donc, il y a un problème sous prétexte que c'est naturel, que c'est des bonnes odeurs, qu'on peut utiliser, à tout va. Non, c'est hyper concentré, on fait pas, et heureusement, parfois, les prix montent, hein, les crises est en train de prend des prix d'envoler. Et moi, je dis que les crises, c'est l'inverse. Ça n'a rien à voir ça n'a rien à faire en cosmétique. Les crises, c'est thérapeutique. Hein, les crises fait partir un caillot de sang en quelques minutes, si c'est bien appliqué, vous voyez. Donc, tellement c'est anti-hématome. Et puis, fluidifiant sanguin. Voilà, donc non, on est dans une thérapie efficace. Donc, qui dit efficace, rapide, qui dit rapide, dit aussi avec des inconvénients, avec des effets secondaires. On n'est pas dans la phytothérapie gentille de tisane et même des teintures. Voilà. Donc, évidemment, je vous ai remis ça, c'est un minimum pour voir, parce que peut-être que parmi les gens qui nous regardent, connaissent pas un petit peu ce système qu'on appelle les 5 éléments, des régulations, qui est quand même intéressant, qui est 5 fonctions principales qu'on va retrouver parce que je vais appliquer, on va pouvoir indiquer l'activité des huiles essentielles dans ces 5 cadres. Et voilà, vous m'arrêtez quand... voilà. Alors évidemment, comment prend-on les huiles essentielles ? Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est peut-être écrit petit, du coup, pour certains, je ne sais pas. Donc voilà, vous allez pouvoir, souvent on va vous dire, l'huile essentielle pure, ben, attention quand même, on verra que la plupart des molécules, sur la quinzaine de molécules très actives qu'on connaît maintenant, plus de la moitié sont dermocaustiques. Donc il y a un moyen, on s'est dit, il faut diluer, trouver un moyen de diluer. Donc tout ce qui va être à base de sucre, le miella, l'interface buccale, c'est l'interface buccale, hein, les comprimés neutres de lactol, un quart de sucre, la boulette de mie de pain. Vous avez, moi j'ai rajouté la poudre de lait, c'est aussi la poudre de lait, c'est gras, et on peut mettre une goutte d'huile essentielle. Voilà, c'est un moyen de disperser l'huile essentielle. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser aussi dans le bain. Hein, il y a un truc très simple, c'est de mettre, parce que l'huile essentielle va pas du tout, va flotter hein, sur le. Donc maintenant, on met des dispersants, mais plus ou moins naturels,
Donc le plus naturel des dispersants dans un bain, c'est la poudre de lait. C'est le plus facile, ça marche très bien. Puis c'est quand même bien de prendre un bain de lait, ça rappelle Cléopâtre, vous voyez, ça peut être sympa. Et puis évidemment, vous avez les huiles essentielles maintenant sont vendues en gélules. Évidemment, sont très efficaces sur le pôle cutané, en interface cutanée. Sont très connus depuis une vingtaine d'années en aérosol thérapie. On les utilise dans certains centres de soins, notamment pour l'asthme, les bronchites, etc. Et puis il y a l'olfactothérapie, qui est une thérapie plutôt un petit peu, elle, psycho-émotionnelle. Voilà, donc ça, c'est sentir. Donc vous avez des diffuseurs, ce qu'on appelle à ultrasons, qui inondent le marché. On en trouve de toutes sortes, hein, avec des ioniseurs d'ailleurs, qui sont pas mal. Alors plus le jet est serré, plus la diffusion est spacieuse. Hein. Méfiez-vous des diffuseurs qui sont énormes, gros, puis ça flotte autour. Ça dépasse pas le mètre carré. Voilà, il faut pas hésiter à prendre des diffuseurs qui par les ultrations, vont éclater les molécules, avec les molécules d'eau, vont éclater les molécules d'huile essentielle à froid, mais vont pouvoir les diffuser assez loin dans l'espace de la pièce en général. Alors je dis ça, c'est pour les thérapeutes qui ont des diffuseurs dans leur salle d'attente. Donc, dans la salle d'attente, ça permet quand même une certaine asepsie. C'est pas mal intéressant. Évidemment, à ne pas utiliser, c'est l'eau. Ça ne se mélange pas. D'ailleurs, souvent on dit, si jamais par malheur vous êtes frotté les yeux, après vous êtes fait masser ou d'avoir utilisé l'huile essentielle, surtout pas mettre de l'eau, il faut mettre de l'huile, hein, plutôt un corps gras. Voilà. Alors pourquoi? Alors pour moi, les huiles, les corps gras, on le voit bien, hein, c'est quand même polarité foie, que ce soit animal ou végétal. Hein, là, ce sont les meilleurs diffuseurs des huiles essentielles. Parce que l'huile essentielle, les huiles vont atténuer l'effet de l'huile essentielle, tout en donnant son indication thérapeutique, tout en étant efficace. Et puis, il ne faut pas oublier que le métal contrôle le foie, donc il y a un autocontrôle de l'huile et des huiles essentielles. Alors, c'est pertinent parce que les premiers parfums qui sont nés, c'est huile plus essence. C'est-à-dire, vous prenez de l'huile, vous pouvez faire vos parfums vous-même. Vous mettez quelques gouttes de parfum. Alors parfois on dit tiens, j'en ai mis une goutte de trop, une goutte d'un tel pas assez. C'est comme ça qu'on a commencé à créer les parfums. Alors il y a un inconvénient, c'est qu'il faut doser, il faut mettre assez d'huile essentielle pour conserver l'huile, pour l'empêcher de rancir. Souvent on met de la lavande d'ailleurs, hein, dans les huiles thérapeutiques de massage. Et puis inversement, il faut qu'il y ait assez d'huile aussi, pas trop d'huile essentielle, pour que ça soit pas agressif. Vous voyez, donc il y a un mélange judicieux que déjà les Égyptiens s'intéressaient. Donc les premiers parfums d'ailleurs sont nés en Égypte. Hein. Et donc là, l'axe, si vous voulez, bois-métal, là, il est très indiqué. Les huiles vont atténuer. D'ailleurs, entre parenthèses, on fait une huile essentielle de piment. Cette huile essentielle a un rapport intéressant. Hein. C'est quand même, ça doit être 8 kg, c'est 8 kg d'huile essentielle pour 100 kg de plantes. Alors, sachez que déjà, comment ça s'appelle, cet acide, elle a un nom qui donne ce piquant, hein, enfin, ça va me revenir. Donc, se diffuse, lui, vous mettez 1 microgramme de cette saveur piquante dans une piscine, toute la piscine va piquer. Toute l'eau de la piscine va piquer. Tellement c'est puissant. Vous voyez? Donc, voilà. Version Yves, ça. Donc voilà, et on fait une huile essentielle de piment, elle ne passe pas cette molécule dans l'huile essentielle. Heureusement, parce que je pense que ça ferait, quand on voit ce que fait déjà la moutarde, ça ferait quand même du dégât, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si vous êtes allé dans un restaurant, vous avez mangé très piquant, vous avez mangé un couscous ou quelque chose, vous n'êtes pas habitué, vous avez la bouche en feu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le réflexe qu'on a, à part vous faire marcher et puis d'aggraver la situation? Aggraver la situation, c'est de boire de l'eau ou de prendre du sel. Donc, pôle haut d'ailleurs, hein, tout s'applique dans les 5. Par contre, il faut tout de suite prendre du beurre. Vous mâchez du beurre et ça va diluer après, je cherche cette molécule, elle est très connue, cette saveur piquante qui vous brûle la bouche, vous voyez. Donc, encore une fois, un corps gras.
Donc le corps gras atténue l'effet du métal, atténue l'effet de l'huile essentielle. Donc atténue dans le bon sens, c'est pas pour ça que ça n'agit pas. Ça va ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, c'est magnifique. Alors la solution alcoolique, excusez-moi, oui, solution alcoolique évidemment. Alors ça c'est quelque chose que j'avais découvert. On parle beaucoup de teinture mère. Alors c'est de l'alcool, on prend de l'alcool à 55 par exemple. Et si vous n'êtes pas sûr du dosage, bah c'est pas compliqué. Vous mettez vous mettez à 10% d'huile essentielle dans un flacon d'alcool. Bah, ça vous fait l'équivalent d'une teinture mère. Et ça c'est une manière de prendre l'huile essentielle. On va un peu homéopathiser la chose tout en prenant l'information de l'huile essentielle. Ça, c'est un moyen de prendre l'huile essentielle qui est à la limite le moins nocif. Parce que votre teinture mère, dans laquelle on aura mis de l'huile essentielle, vous allez encore la diluer. Hein. Vous allez prendre que 5 à 10 gouttes par jour et vous allez avoir l'effet de l'huile essentielle. Mais entre nous, on se casse la tête, autant prendre une vraie teinture mère de plantes fraîches. Mais sachez que vous pouvez le faire, vous pouvez diluer une huile essentielle dans de l'alcool. Donc là, il y a un contrôle de l'alcool, ça augmente même l'effet de l'huile essentielle. Hein. Donc là, ça peut être intéressant. Évidemment, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, mais tout ce qui est miella à base de sucre, le lait, etc., vont bien transporter les molécules d'huile essentielle, vont bien être en synergie, ils ne vont pas freiner l'activité de l'huile essentielle. Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit tableau. Voilà, on peut le compléter, on peut le changer. Hein. Alors, après, vous avez les modes d'application, hein, bien sûr. Vous avez la voie cutanée, vous avez la voie orale, mais on n'a pas parlé de la voie anale, et qui est très intéressante. Hein. Les suppositoires, moi j'ai connu l'eucalyptine Lebrun, pour pas faire de pub. Je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs. Donc on faisait des suppositoires l'eucalyptus qui avaient l'inconvénient un petit peu de provoquer de la tachycardie, mais on avait la théophiline Lebrun comme ça aussi pour les asthmatiques, hein, des bronchodilatateurs, et donc c'était par suppositoire. Alors l'huile essentielle s'accommode très bien, c'est très facile de faire des suppositoires, hein. Très facile. Donc nous ici, les gens, il y a des gens font leur suppositoire, donc là on passe pas par la voie hépatique et c'est assez direct, ça marche pas trop mal, ou faire des ovules aussi, hein, au niveau gynécologique. Voilà. Des questions? Parce que là, on va rentrer un peu plus loin, sauf si vous avez des questions, des choses que je... Non, pas de questions, Michel. Les gens sont attentifs. On prend un petit peu de temps là ce soir, mais on poursuit, on vous écoute attentivement. Alors, un petit détail, tu avais parlé des deux essentiels qui étaient actifs sur le staphylo. Oui. Tu as nommé la sarriette, quelle est la deuxième? Origanum compactum, l'origan. D'accord. Ouais. Merci. Alors, hyper efficace, c'est-à-dire, c'est pas besoin de prendre les... Alors, moi, évidemment, dans un cas très grave, très urgent, ça peut m'arriver de donner les deux. Mais la sarriette est un tout petit peu plus puissante que l'origan. Alors, hyper efficace, hein, hyper efficace. Voilà, donc je me suis intéressé aux molécules. Alors ça, là, on rentre un peu dans un aspect... pharmaceutique, si vous voulez, puisque maintenant on trouve ce qu'on appelle des huiles essentielles chémotypées. Alors chémotypées, ça va être par exemple thymol, thym-atujanol, thym-thymol, thym-citral, etc. Donc ça veut dire que c'est du thym, mais avec une composante qui domine. Et cette composante qui domine va être plus ou moins agressive sur l'organisme ou efficace sur l'organisme. Et donc on va regarder, je me suis amusé à voir un peu les polarités sur lesquels ça travaillait, et ça m'a donné quand même des choses très intéressantes, surtout quand on peut pas tout mémoriser. Hein, on peut pas tout mémoriser, et je vous mettrai à la fin 2-3 exemples d'huile essentielle que j'ai mis dans les 5 éléments pour voir ce que ça donne justement. Voilà, donc évidemment là ça va parler plus aux gens qui maîtrisent un peu les huiles essentielles ou qui sont habitués à donner ou à prescrire des huiles essentielles chémotypées. Donc là, je vous ai mis les 15 huiles, les 15 chémotypes courants, enfin les 15 molécules qu'on va rencontrer le plus couramment possible, sauf les acides. Les acides sont plutôt hydrosolubles, mais on va les trouver dans certaines huiles essentielles, mais plutôt rares. Mais ça existe. Il y a des huiles essentielles qui peuvent contenir un peu des acides.
Voilà, donc on voit que effectivement, rien qu'en regardant le tableau, on voit bien que beaucoup de molécules sont quand même vont agir sur la sphère circulatoire et le système nerveux, hein, et on va voir un petit peu dans quel cadre et comment. Voilà, donc la première molécule qu'on va surtout trouver dans les huiles essentielles, qu'on va les trouver pratiquement à 90, 90, même plus dans toutes huiles essentielles, c'est les monoterpènes. Les monoterpènes, ce sont des molécules qui, vous savez, quand il y a un incendie de forêt, ce sont elles qui propagent le feu. Ce sont les monoterpènes qui propagent l'incendie, en fait, dans une forêt. Donc, les monoterpènes, il y en a vraiment beaucoup à partir du moment où il y a une plante qui sent, qui a une odeur, une huile essentielle, souvent, il y a de très grandes chances qu'elles contiennent des monoterpènes, et on va voir qu'il y a des huiles essentielles qui en contiennent plus ou moins, évidemment, mais en général, je vous dis, à plus de 90%, 90%, toutes les huiles essentielles contiennent des monoterpènes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà ce que ça donne quand je fais le tableau dans les 5 éléments, qui est intéressant. Vous avez des huiles essentielles qui vont avoir des teneurs très fortes. Par exemple, les oxydes sont très connus, hein, ce sont des antiviraux, notamment, des activateurs métaboliques, des expectorants, des mucolytiques, des décongestionnants respiratoires. Donc, on voit tout de suite que quand l'huile essentielle contient une grosse proportion... Alors, quand je mets oxyde comme ça, si vous voyez après sur une monographie, par exemple, un oxyde, ça veut dire qu'elle en contient, que l'huile essentielle en contient entre 40 et 90 et 90%. C'est vraiment, voilà, quand vous avez des huiles essentielles qui contiennent énormément d'oxyde, et là, ce qui va vous intéresser, vous allez poser la question tout de suite, Aline, je suis sûr, mais quelles huiles essentielles contiennent le plus d'oxyde? Eh bien, c'est l'eucalyptus radié, c'est les eucalyptus, la cardamone, la myrte, le niaouli, le ravensara et un peu le romarin, huit cinéole. Donc là, dans les huiles essentielles que je viens de vous citer, il y a plus de 40% d'oxyde. Donc vous voyez, rien que ça. Par contre, l'inconvénient des oxydes, alors oxyde, ça veut dire huile essentielle. On verra que les huiles essentielles sont puissamment antifongiques et vermifuges aussi. Alors, encore une fois, les vermifuges, la dose thérapeutique, c'est la dose toxique. Il n'y a que 2 vermifuges qu'on peut utiliser assez aisément sans craindre de dépasser la dose, que ça devienne toxique. Hein. Et ce que je parle là, c'est valable pour le règne animal. Hein. C'est l'ail et puis la graine de courge. Voilà, c'est les 2 seuls qu'on peut prendre comme ça, qu'on peut dépasser les doses. Mais le reste, toutes les plantes, la tanésie, toutes les plantes antifongiques et vermifuges sont systématiquement toxiques. Pourquoi? Parce que justement, en général, vont contenir de l'ascaridol, qui est un puissant vermifuge, hein, mais aussi malheureusement un neurotoxique. Voilà. Donc, les huiles essentielles qui contiennent des oxydes, faudra faire un peu attention. Il peut y avoir, alors, ça peut être contrecarré par d'autres molécules. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, si vous voulez, les oxydes ne sont pas très toxiques pour le foie, pour le métabolisme hépatique. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est les oxydes. Et donc, on va voir comme ça toutes les molécules. Et Jean-Yves, si tu veux intervenir, il n'y a pas de problème. Donc les phénols, alors les phénols, les plantes à phénol, d'ailleurs on parlait de les interdire, sont très hépatotoxiques en excès. Et là, la loi d'Arnold Schulz, on peut l'appliquer aux huiles essentielles, mais on est très à l'aise, hein, parce que vous pouvez l'appliquer presque systématiquement. On a vite fait de dépasser la dose. Et donc les phénols vont augmenter la température corporelle, hein, sont hyperthermisants, donc chez les gens très frileux, qui sont frigorifiés. C'est quand même des antalgiques, ils sont même anesthésiants. Par contre, comme beaucoup d'huiles essentielles, sont dermocaustiques, même en étant antalgiques percutanés. Donc en même temps, ça va être antalgique percutané, et puis ça va avoir la possibilité d'être irritant, vous voyez. C'est un peu, il y a les deux, ça endort, mais d'un autre côté, ça irrite. Voilà. Et c'est utérotonique et anti-infectieux sur la sphère urinaire, rénale. Donc là, les phénols, où est-ce qu'on trouve le phénol? Il y a un phénol que vous connaissez très très bien. Enfin, quand je dis un phénol qui contient beaucoup de phénol, c'est le clou de girofle. Donc attention, le clou de girofle en voie interne, hein. Faut pas faire attention. Bah, de toute façon, il est hépatotoxique. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut pas utiliser comme ça.
comme n'importe quel aliment, quoi. Qu'est-ce qui contient aussi les phénols sont très puissants. Donc, l'origan contient des phénols, beaucoup de phénols. La sarriette, et c'est là où on va trouver parmi les plus puissants anti-infectieux. Voilà. Et le thym à thymol pour ceux que ça intéresse. Donc, le thym à thymol contient plus de 40% de phénol. Je vais peut-être un peu vite, hein, mais voilà, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas où on en est. Aline, vous me dites. Hein. Oui, alors là, il est presque 20h30, Michel. Ah non. Si. Passionnant et passionné, alors on vous suit attentivement. J'ai une petite question qui est arrivée quand vous parliez des odeurs qui pouvaient être assimilées à des hormones, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, une question est arrivée en ce sens. Est-ce qu'on pourrait utiliser une huile essentielle dans le cas d'une petite fille qui aurait débuté ses règles, ses menstruations très très tôt, un petit peu avant l'âge de ses 6 ans? Est-ce qu'il y a une suggestion à ce sujet? Ah bah, surtout pas d'huile essentielle. Voilà, c'est ça. Il y a déjà une précocité, il y a déjà une mise en route du système hormonal. Il ne faut pas l'exciter plus. 6 ans, ça me semble très tôt. Alors après, il faut étudier. On est dans un monde où on est agressé par des exhormones aussi, hein, des hormones dans l'eau, des hormones dans les médicaments, des hormones dans la nourriture. Il ne faut pas oublier que les hormones, ça maintient l'eau. Et donc, dans la viande, voilà. Après, il faut plutôt s'interroger, je pense, avoir une démarche un peu diététique, essayer de comprendre. Alors, déjà, il n'y a même pas besoin d'aller voir d'antécédents familiaux. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut favoriser cette accélération de la maturité sexuelle? D'accord, merci beaucoup. Ben, voilà. Donc, vous voulez que je continue ou vous voulez que on reporte, parce que là, ça peut faire tard à des gens. Moi, c'est comme vous voulez. On peut reprendre. Vous avez encore beaucoup de slides à passer? Là, les phtalides, il y a les phtalides. Beaucoup de choses à dire. Hein. Là, il y a énormément. Il y a les monoterpénols, les monoterpènes. Ouais, là, j'ai encore les coumarines, les esters, les éthers, les lactones, les sesquiterpènes, les monoterpènes. Et là, un exemple d'huile essentielle. On va peut-être arrêter là, si vous voulez. Mais je veux bien les reprendre une autre fois. Hein. C'est pas, voilà, si ça intéresse des gens, hein, moi je suis pas. Oui, bien entendu, ça peut tout à fait être l'objet d'un prochain webinaire parce que, comme vous le disiez vous-même, c'est un lot qui devrait être étudié en beaucoup plus de temps que ça. Donc là, c'est vraiment, on pose un cadre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'était important un petit peu de remettre le cadre. J'ai pas trop parlé des mélanges, on en parlera, ou Jean-Yves le fera à ma place, ou on peut intervenir à ce sujet-là. Non, mais c'est important. Moi-même, je donne le cours, mais c'est absolument hallucinant ces histoires de mélange. Hein, bien sûr. On ne sait pas du tout ce que ça fait, mais on en reparlera si vous voulez. Donc, vous voyez, un exemple, c'est le sapin. Curieusement, en huile essentielle, on n'a pas beaucoup de sapin. On va plutôt avoir des oléorésines, des résines. Donc, on fait bien la pruche, qui est un tsuga, qui est un abies du Canada. On fait un mélèze et on fait un pin, un Pinus sylvestris, qui est très intéressant, qui est très cortisone. Et là, le sapin de Sibérie, c'est celui qu'on va trouver le plus courant en huile essentielle. Et donc, vous voyez, il contient essentiellement deux molécules, mais pratiquement à 100%. Donc, des monoterpènes qui sont quand même des stimulants et des décongestionnants. Alors, décongestionnants respiratoires, surtout. Hein, des décongestionnants digestifs, mais respiratoires. Et qui a un effet cortisone-like. Et puis, il y a les esters qui sont à 10%. Eux sont antispasmodiques, anti-inflammatoires, et donc même antalgiques et calmants. Donc, il y a cet aspect de l'huile essentielle de sapin qui va décongestionner la voie respiratoire et détendre en même temps. Donc là, c'est clair et net, c'est simple. Voilà, et donc il y a pas trop. Il y a un petit peu de dermocausticité qui là n'est pas contrecarrée par une autre molécule. Hein. Donc voilà, je vous avais mis ça. Je vous ai mis aussi l'icrysome qui est quand même, si quelqu'un ne croit pas aux huiles essentielles, ben, il faut qu'il essaye une écryse hein, quand il se fait un bleu. Donc là, il y a beaucoup plus de. Mais on n'a pas vu les molécules, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Si ce n'est que les diones, les fameuses diones, qui sont à 7-12% quand même, sont anti-hématomes, anticoagulants et cicatrisants. Elle est très connue, c'est une décongestionnante veineuse et lymphatique, une gardiotonique, une régénère l'épithélium, c'est une antispasmodique, une anti-inflammatoire, c'est une décongestionnante anti-infectieuse du système lymphatique. Il y a quand même une certaine dermocausticité qui est un peu contrecarrée par les autres
molécule d'ailleurs. Et c'est une anti-inflammatoire retard en plus, l'hélicryse. Bon, moi, je l'ai vu prescrite, pas moi, hein, prescrite pendant 1 an et demi à quelqu'un contre le cholestérol, en voie interne. C'est pas à faire. Hein. Franchement, c'est pas à faire du tout. On avait beaucoup parlé avec cette dame. Alors, effectivement, que ça a fait baisser le cholestérol, hein, mais ça a fait baisser la fonction hépatique aussi. Hein. Donc, vous voyez, l'aspect anti-hématome n'est pas dû. Les diones sont à 7-12%, donc ils sont en 2e position. Hein. Ce qui a le plus, c'est les esters. C'est l'aspect anti-inflammatoire et antalgique qui va intervenir dans l'hélicryse. Vous voyez ? Et puis, je vous ai mis, évidemment, alors là, c'est pour vous donner un exemple, parce que là, on ne peut pas se tromper, 99% d'ester, c'est la Golteri, le fameux wintergreen que vous connaissez tous. Hein, ça a vraiment un arôme très particulier. Vous avez le bouleau jaune qui a cette odeur que je dis de vestiaire qu'on va trouver chez les sportifs, parce que ça va vraiment réchauffer le muscle. Ça va être antispasmodique, anti-inflammatoire. Alors, on est presque dans l'aspirine. Hein. Alors, absolument interdit en voie interne. Donc là, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Quand on le met dans les 5 éléments, on peut un petit peu voir la priorité des activités, mais très vite, si on y réfléchit, si vous voulez, la somme des composants fait que des fois, on joue un peu aux apprentis sorciers. C'est ça aussi que je voulais vous dire, quoi. Parce qu'en dessous de 1%, il y a toujours une action. Si vous avez en dessous de 1% de cétone, il peut y avoir une activité cétonique. Hein. Donc, vous voyez, c'est tellement puissant, il faut faire attention quand même. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair dans mon propos. Oui, très clair. C'est une belle première approche. Et je pense que ça intéresse beaucoup de personnes, mais je crois que certaines d'entre elles doivent nous quitter. Donc, on pourrait penser peut-être à un prochain webinaire pour aborder tous ces sujets. Oui. Qu'en dites-vous, Michel ? Oui, c'est faisable. Voilà, du moment que je suis prévenu longtemps à l'avance. Oui, bien sûr. C'est quand même du boulot. Donc là, j'ai un tableau que je vais peut-être remettre à ceux que ça intéresse. Hein. Donc, à la fois l'activité des molécules, les plantes qui sont, enfin, les huiles essentielles qui agissent en priorité avec ces molécules et les effets contre-indiqués ou secondaires à ces huiles, à ces molécules. On n'a pas le temps d'en parler, mais les cétones, les phénols, il faut être un peu prudent quand vous voyez ça dans une huile essentielle. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Ça va ? D'accord. Donc vous permettez que je partage ce document avec les personnes qui viendront vers moi pour… Oui, moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Oui, c'est intéressant. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bien. Voilà, donc je regarde peut-être la dernière question qui vient d'arriver. On peut bien le tableau, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Pardon ? Oui, on pourra profiter de Michel au cours du séminaire de botanique du mois de juin en Ardèche. Voilà, donc pour les informations concernant ce séminaire, il faudra consulter le site de médecine intégrée. C'est ça ? On trouvera l'information sur ce site. Voilà. Oui. Sur le bouton séminaire en bas à droite. Voilà. Et j'en profite également pour vous inviter à notre prochain webinaire en ligne qui aura lieu le 26 mars. Donc, prenez rendez-vous à cette date. On parlera de rhumatologie, de tendinomusculaire, et on essaiera peut-être de le faire sous une forme un petit peu différente cette fois-là, avec un partenaire qui répondra à Jean-Yves et qui donnera son approche du BNS en lien avec cette problématique. Voilà. Alors, voilà, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me contacter, toujours à la même adresse, donc contact@mybiobox.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager vos idées pour les prochains webinaires, que ce soit pour plutôt tout ce qui est pathologie, problématique, ou même, pourquoi pas, pour des thématiques sur les plantes en général avec Michel. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas que ce webinaire sera disponible en lecture libre dès demain sur YouTube, sur notre chaîne MyBiobox. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Bonne soirée. Merci Bonne à soirée. vous. Au revoir. Merci, à bientôt.